Donc c'est parti. Donc merci à tous, comme de coutume, d'être venus nombreux assister à cette soirée. Alors, comme nous avons beaucoup de monde, d'intervenants, on a une véritable, c'est quasiment un colloque que nous avons ce soir. Je vais laisser à une des organisatrices le soin de se présenter, de nous présenter ses collègues et l'objet même, à la fois de l'ouvrage que nous présentons ce soir et de leur activité militante. Merci. À toi. Bienvenue à tous et merci à toi, Dominique, de nous accueillir ici pour présenter donc cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif, Penser et agir en commun, fondements et pratiques d'une éducation populaire. Alors moi, je vais me contenter de présenter les personnes qui vont intervenir. Nous avons la chance d'avoir 4 auteurs. Il y en avait 25 dans l'ouvrage, mais on ne pouvait pas inviter tout le monde. Et pour ma part, quand Paul Fayolle, qui est le président de Peuple et Culture et qui va prendre la parole après, m'a demandé de participer à ce projet, donc d'essayer de marquer le coup des 70 ans de Peuple et Culture en concevant un ouvrage. Au départ, le projet était encore flou. J'ai accepté tout de suite parce que pour ma part, ce mouvement d'éducation populaire m'a beaucoup apporté, donc c'était l'occasion d'une reconnaissance de dette un peu pour moi, mais c'était dans les années 70 et dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ça c'est pour ma partie effectivement d'investissement dans ce projet. Alors je vous propose le déroulé suivant pour cette soirée. Donc les 4 intervenants vont donner un aperçu de ce qu'ils ont écrit dans l'ouvrage. Donc il y a effectivement plusieurs chapitres. Et dans un premier temps, Paul Fayolle va rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas Culture, ce qu'est le mouvement, ce qu'il a été, ce qu'il est aujourd'hui, et donner aussi un aperçu de la construction et du processus qui a amené à cet ouvrage. Voilà. Alors Paul Fayolle est un ancien proviseur, prof de maths, je crois d'ailleurs. Oui. Et actuel président de Peuple et Culture. Alors, il ne faut pas dire que je suis président parce que depuis septembre, notre association a décidé de se mettre en collectif, donc je ne suis plus président de cette association. Alors, Peuple et Culture, l'union est une union de 17 associations réparties sur le territoire. Comment sont venus ceux des associations par leur itinéraire personnel? Un certain nombre, donc ont connu Peuple et Culture il y a un certain temps, et donc les associations locales se sont créées petit à petit. Et ce qui nous relie tous dans les différentes associations, c'est par rapport à une vision à la fois réelle et mythique, donc de ce Peuple et Culture issu de la résistance, créé en 1945 à Grenoble, notamment par 2 personnes, entre autres de Grenoble et une troisième, qui étaient dans les maquis du Vercors, et qui se sont dit, puisque dans le maquis, on a réussi à vivre ensemble, on était de milieux très différents, on était des ingénieurs, des ouvriers, etc., on peut essayer de continuer ça, en fondant une association, donc Peuple et Culture, qui essayait de transmettre et de consolider ces méthodes, cette façon de procéder ensemble pour lutter contre les inégalités sociales, qui sont quand même, et culturelles, qui sont quand même le point de Peuple et Culture. Alors, en 1975, donc c'était notre... en 2015, c'était notre 70e anniversaire. Donc, qu'est-ce qu'on avait pensé? On a pensé à faire un ouvrage. Et pas un ouvrage historique. L'objectif, c'est de se dire, voilà ce que nous réalisons actuellement, voilà le type d'action que nous menons. En quoi ces actions répondent à ce qui a été vu antérieurement par ceux qui ont fondé l'association, et comment ça a évolué. Et donc, on a demandé à des praticiens, à nos collègues, à nos camarades, d'écrire leurs actions et de les analyser. On est allé chercher des textes plus anciens de Peuple et Culture, de nos fondateurs, pour voir quel était le lien et comment ça se passait. Et on a demandé à un certain nombre de penseurs actuels de nous éclairer sur ce qui se passe actuellement, notamment par exemple, sur les loisirs ou notamment sur l'auto-formation. Alors, d'où un ouvrage en 4 chapitres. Je vais
commencer par le dernier chapitre. L'idée de Peuple et Culture, c'est que si on a une culture, si on a des connaissances, c'est pour aller vers l'action, pour transformer le monde. Ça, c'est dans le manifeste, donc c'est ça l'objectif. Donc le 4e chapitre et dernier chapitre de l'ouvrage présente les actions que l'on fait, ou que l'on a réalisées, dans les domaines interculturels, qui est un grand domaine avec le travail avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui est vraiment dans l'histoire de Peuple et Culture, le milieu rural, aussi, sur lequel Peuple et Culture a beaucoup travaillé, et on a créé une association dédiée au milieu rural, mais qui est très importante, qui est Accueil Paysan, sur l'évolution du monde paysan et ses fonctions d'accueil maintenant vis-à-vis de l'ensemble de la population. Et le 3e point, qui touche vraiment ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est plutôt les questions d'accompagnement de projets locaux. Par exemple, ou de permettre aux individus d'un endroit, des citoyens, comme à Montpellier, il y a l'université du citoyen, où on réunit un certain nombre de personnes pour les mettre en position de pouvoir discuter avec les interlocuteurs, que sont soit les techniciens, soit les élus, etc. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vers ce genre de fonctions qu'on est en train d'évoluer. Alors pour arriver à cela, il y a nos modes de formation. Évidemment, Peuple et Culture, c'est l'accès à la culture et aux pratiques culturelles. Donc là, nous avons je vais dire traditionnel, mais traditionnel parce que c'est depuis toujours dans Peuple et Culture, le travail sur la lecture, sur l'écriture, les ateliers de lecture, sur le jeu, sur le théâtre, donc il y a un certain nombre d'aspects qui sont pris là-dedans, et sans oublier, Dumasnier disait, le cinéma c'est vraiment l'art populaire par excellence, et à l'heure actuelle c'est le cinéma documentaire, il n'y a pas de camarade ici qui le représente, mais c'est le cinéma documentaire qui est vraiment un de nos axes de travail. Et l'autre point des actions de formation, c'est évidemment les méthodes, dont l'entraînement mental, qui a été une méthode des 45, où le CEO, le Centre d'études ouvrières, a publié les premières fiches d'entraînement mental, que Dumasnier avait travaillé avec Caceres et d'autres, et ça se développe beaucoup. Alors, dans l'idée l'entraînement mental, c'est une auto-formation personnelle ou collective, et dans l'idée d'auto-formation, il y a cette idée qu'il y a eu des acquis grâce au temps libre et au temps libéré. Que la génération de Peuple et Culture, créatrice de Peuple et Culture, a connu 36, les congés payés, les grandes avancées, a connu la semaine de 40 heures, et donc on liait le fait il va y avoir un progrès social et humain grâce au temps des loisirs. Alors maintenant, autant l'auto-formation est toujours nécessaire, mais on peut se poser une question sur qu'est-ce que le temps libre quand il y a ce nombre de chômeurs que nous avons et qui sont, Dumasnier parlait du temps libéré. Maintenant, il y a des gens qui ont du temps libéré, mais c'est un temps contraint libéré. Il faudrait certainement y voir plus clair. Alors là, j'imagine que sur ces questions d'auto-formation et de temps libre et temps libéré, Hélène Vazy et Bernard Friot auront des choses à nous faire évoluer. Et le dernier chapitre, qui est le premier de l'ouvrage, c'est sur la notion de formation tout au long de la vie. Là, dès ses débuts, Peuple et Culture, avec Paul Langrand, a défendu l'idée d'une formation permanente, et donc PEC ensuite a travaillé pour que la loi de 71 puisse avoir lieu, il y a contribué, mais très vite on a été déçus, puisque la loi de 71, et puis maintenant on voit ce qui se passe, autant pour un certain nombre de travailleurs c'est important, et de salariés c'est important d'avoir un accès à la formation, mais autant cette loi-là a restreint, et pour l'instant ça restreint, à l'employabilité des personnes, et c'est pas une loi sur la formation permanente des individus. Et là, il y a un vrai problème où on ne voit pas bien qui porte cela, où un individu, un citoyen, va trouver de la formation. Évidemment, il y a l'école, formation, là, il faut la défendre, et même si elle ne marche pas comme on veut, il faut la défendre fermement, mais où le citoyen adulte va trouver de quoi continuer à se former, d'autant plus qu'on vit de plus en plus longtemps. Voilà, et ça, je crois que Françoise Haute va nous dire peut-être des choses là-dessus, sur comment on en est arrivé là, et
qu'est-ce qui risque de se passer. Voilà les objectifs, voilà ce que dit, j'ai essayé de dire ce que disait l'ouvrage, et puis on va pouvoir débattre de cela. Merci Paul. Alors effectivement, Paul dit que ce n'est pas un livre d'histoire, hein, puisqu'il y a déjà eu d'autres histoires de peuple et culture dans les années précédentes. Néanmoins, on a demandé à Françoise Lahotte, donc qui est historienne de l'éducation, de jeter un regard sur ce temps long de peuple et culture et de la place de ce mouvement dans la formation et l'éducation des adultes. Alors Françoise Lahotte est professeure de sciences de l'éducation à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Elle est aussi présidente d'un petit groupe d'études et de recherche sur l'histoire de la formation des adultes. Et elle est l'auteure, entre autres, d'une histoire du complexe de Nancy, puisque c'est une utopie éducative qui a été un moment important avec Laurent Bertrand Schwartz de cette formation des adultes. Donc je lui laisse la parole. D'abord, merci d'abord de m'avoir invité dans l'ouvrage, et puis pour ce soir aussi. Et puis je vois qu'il y a une grande assemblée, alors je suis très intimidée. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que je travaille sur l'histoire de l'éducation et de la formation des adultes, et le contrat avec PEC, hein, c'était de lire un certain nombre de textes, ou de les relire pour certains, et d'essayer de tirer quelques idées. Hein. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans ce chapitre. Alors d'abord dire que PEC, on dit PEC, hein, oui. Culture, hein, a été certainement une association très importante pour l'histoire, pour le développement de l'éducation des adultes. On disait éducation des adultes, hein, enfin je vais y revenir, dans l'après-seconde guerre mondiale, surtout d'ailleurs plutôt sur le plan de la diffusion des idées. C'est-à-dire ils ont eu des idées, les ont écrites et les ont passées à plein d'autres. Et puis ça a fait des... Alors il y a eu des réalisations, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de réalisation, mais si on regarde ce qu'a apporté PEC, c'est vraiment sur cette diffusion des idées qui a vraiment... Ces idées ont essaimé. Hein, voilà. Alors d'abord, donc j'ai combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, tu me couperas. Le gong sonnera. Voilà. Donc je vais pas insister sur tous les points, mais j'avais trouvé intéressant de cette réflexion autour de éducation des adultes, éducation populaire, comment on nomme les choses, hein, parce que c'est la formation des adultes, qu'on appellera comme ça plus tard, elle était encore à définir, et les mots à trouver, c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO, hein, c'est au niveau international, l'UNESCO a fait une conférence hein, sur, c'était en 49, hein, mais c'était sur l'éducation des adultes. Et PEC, enfin les représentants de PEC étaient très présents, et notamment du Masdier. Et lui disait, mais on ne doit pas parler d'éducation des adultes, il vaudrait mieux dire éducation populaire. Et alors il défendait ça, l'éducation populaire lui semblait plus large, et ce qui était important pour lui dans cette expression, c'est que tous les milieux sociaux devaient être regroupés sous cette appellation-là, et il y avait nécessité de changer le contenu de la culture, un peu ce qu'il avait dit dans le manifeste de Peuple et Culture de 1945. Hein. Voilà, donc un accent très important porté sur la culture. Alors peut-être culture au sens large, comme on ne l'utilise plus maintenant ce mot, hein, il a changé, les mots changent au fil des années. Alors en fait, on parlait assez souvent d'éducation populaire encore dans l'après-seconde guerre mondiale en France, mais petit à petit on va reprendre le terme d'éducation des adultes, et au plan international c'est Adult Education qui va vraiment être utilisé. Alors bon, c'est peut-être une question de mots, mais les mots sont importants puisqu'ils cachent aussi les idées qui sont derrière. Hein. Alors, pourquoi est-ce que Peuple et Culture ne voulait pas de cette expression éducation des adultes? C'est parce qu'au XIXe siècle, on parlait beaucoup d'éducation des adultes, et puis on faisait des cours du soir, on faisait des écoles du soir, des écoles pour adultes, et en fait, c'était, selon les analystes du manifeste, hein, vous situez le manifeste, c'est le texte fondateur hein, de Peuple et Culture en 1945, hein, qui disait, oui, bon, l'école, on lui doit beaucoup, mais bon. Mais
en même temps, il nous manque des choses. Hein. Donc les erreurs du passé, c'était de prendre un adulte et de faire la même chose avec un adulte qu'on faisait avec les enfants. Et ça, c'était pas souhaitable, pour beaucoup de raisons, hein, qui sont détaillées, qui sont assez bien connues, bien entendu. Et voilà, donc je pense que c'est de là que venait l'idée de ne pas vouloir utiliser ce mot d'éducation des adultes. Alors ensuite, éducation populaire n'a pas pris en France pour désigner l'éducation des adultes. Peut-être aussi parce qu'on était dans une période un peu compliquée, juste après la guerre froide, et puis tout ce qui était un peu collectif, tout ce qui était un peu populaire, c'était pas forcément bienvenu, en tout cas dans les politiques publiques. Hein, voilà. Donc, alors ensuite, quand l'expression éducation permanente va arriver, donc là, PEC va s'en emparer, et non seulement s'en emparer, mais donner un contenu à travers un certain nombre d'ouvrages, d'écrits, etc. Hein. Voilà, donc ça, c'est un point, les mots. Ensuite, la pédagogie. Alors, la pédagogie, c'est très important. Et la pédagogie, ça veut dire que il faut que les éducateurs, qu'on appelait des instructeurs, qu'on appelait voilà, des moniteurs, enfin, c'était pas aussi très stabilisé. En tout cas, on ne disait pas non plus formateur d'adultes, c'était pas encore arrivé, ça. Eh bien, il fallait que ces instructeurs ou éducateurs soient formés eux-mêmes. Et ça aussi, ça a changé, puisque jusqu'à présent, peut-être on avait trop considéré qu'il suffisait de savoir un petit peu quelque chose pour devenir formateur d'adultes. Et là, non. Hein. Donc la question de la pédagogie, et non seulement, pas n'importe quelle pédagogie, mais avec alors on ne parlait pas encore tellement de compétences, mais on parlait de techniques. Hein. Donc il fallait avoir un certain nombre de savoirs pour prétendre être éducateur d'adultes. Et il fallait aussi, non pas enseigner, alors surtout pas, c'était pas le schéma, hein, au contraire, il fallait vivre avec les autres, partager leur quotidien, partager leurs questionnements, et les accompagner pour qu'ils puissent développer leurs aptitudes culturelles, hein, c'est-à-dire leur envie, leur désir de savoir, d'en savoir plus, et les préparer en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est très important. Puisque l'un des fondateurs de Peuple et Culture, donc Benigno Cáceres, avait aussi, lui, remarqué que il ne suffisait pas d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de savoir, qu'il pouvait y avoir de nombreux obstacles et aussi des difficultés techniques, hein, c'est-à-dire les barrières sociales de la langue, le manque d'habitude de l'abstraction pour le raisonnement. Donc tout ça, il fallait se préparer. Hein, et donc, c'est à partir de là que Peuple et Culture a notamment élaboré cet entraînement mental qui était un moyen d'amener petit à petit les gens à réfléchir ensemble collectivement et à trouver des réponses à leurs questions. Voilà. Alors, troisième point que je veux soulever, c'est... j'ai encore du temps ? Oui. Bon. 5 minutes. Ça va. C'est, en tout cas... pour un certain nombre de membres de Peuple et Culture, l'importance des sciences humaines et sociales, et notamment des sciences sociales, la sociologie en particulier. Pas d'individu sans milieu, hein, donc ça c'est vraiment très important. C'est, la promotion culturelle collective, ça ne peut se faire que dans un milieu donné, avec les individus de ce milieu-là. Et les sociologues et les éducateurs populaires doivent travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plusieurs fois réaffirmé. Alors, Dumazier lui-même est devenu sociologue par la suite. Hein, alors évidemment, mais il n'y a pas que Dumazier qui a défendu ce point de vue-là. Rovan aussi, hein, Joseph Rovan aussi, et puis d'autres. Hein, voilà. Donc la science, les sciences sociales, la sociologie en particulier, devaient amener des choses à l'éducation populaire, mais l'éducation populaire, en retour, devait aussi amener la sociologie à se conforter et à certainement se trouver un peu plus près du terrain. Peut-être aussi c'était une critique que l'on pouvait faire à certains sociologues qui étaient trop dans les limbes. Voilà, donc les deux, un mouvement comme ça de rapprochement entre les sciences sociales et l'éducation populaire. Enfin, l'histoire.
parce que pour Peck, l'histoire, c'est très important. D'ailleurs, on le voit très bien dans le manifeste de 45. C'est toute la reprise des grands mouvements, les universités populaires, tout ce qu'il y a eu après, tout ce qu'il y a eu. À chaque fois, il y a à redire, il faut faire le bilan des actions qui ont été faites. Et c'est en faisant le bilan de cette histoire, de ces actions qui se sont déroulées dans le temps, que l'on va pouvoir trouver une adaptation meilleure de l'action du moment. Voilà, c'est un peu... Donc l'histoire, elle a aussi été écrite. Alors l'histoire d'éducation populaire a été écrite par des membres de Peuple et Culture, donc notamment Benigno Cérès avec son histoire mythique de l'histoire d'éducation populaire, qui pour moi était un bouquin très important. Vraiment, quand j'avais découvert ce bouquin, ça m'avait... alors c'est mythique, ça a été très très questionné, très remis en question par d'autres ensuite. Et d'ailleurs d'autres ont repris cette histoire-là pour essayer d'en faire une histoire un peu plus distanciée, un peu moins impliquée. Par exemple, donc Geneviève Poujol, qui était elle aussi membre de Peuple et Culture. Voilà, donc l'histoire c'est quelque chose d'important. Et pour terminer, donc je vais me demander si ces idées-là sont toujours d'actualité. Bon. Alors, je disais tout à l'heure que la culture, la notion de culture telle qu'elle était développée un peu à Peuple et Culture, elle était peut-être moins... Enfin, on pouvait plus difficilement la saisir aujourd'hui parce que les choses ont évolué. On a eu un ministère de la Culture, vous savez, qui a fait qu'on a eu une culture... de haut niveau, et ça c'est le débat, et l'éducation populaire qui fait sa culture du quotidien. Non mais c'est vrai que ce mot culture, on ne l'utilise plus beaucoup finalement pour le développement personnel aujourd'hui, le plan culturel, le développement culturel, l'élévation culturelle, comme on disait vraiment après, vraiment à la fin au début, enfin juste après la guerre, on ne l'utilise plus du tout de cette manière-là. Vraiment la culture, c'est ce qui permet de vivre ensemble. Donc maintenant on dit peut-être le vivre ensemble, qui est une autre manière de dire la culture. Donc le vivre ensemble, c'est un peu ça, c'est-à-dire comment on se saisit de la culture de chacun pour en faire une nouvelle qui appartient à peu près à tout le monde. Et comment on peut aussi... faire des vraies productions, des créations, à partir de cet ensemble-là. Voilà, et alors pour ce qui est l'éducation des adultes a beaucoup évolué maintenant, on ne parle plus que de formation tout au long de la vie, qui est plutôt une adaptation technique, professionnelle, au milieu de travail, moyen d'être employable. Voilà. Bon, mais vous le savez très bien, il persiste des actions de formation qui ne s'appellent peut-être pas comme ça, mais qui visent donc l'individu plus large, le citoyen, le militant impliqué dans la vie de la cité. Et alors, on le nomme peut-être pas formation d'adultes ou éducation d'adultes, mais ça existe quand même. Ça existe dans les maisons de quartier, dans tous les JC, dans toutes les structures associatives. Voilà, donc finalement, c'est à travers, je pense, cet esprit-là que l'éducation des adultes de Peuple et Culture peut aujourd'hui continuer. Merci Françoise. Bien sûr, on aura l'occasion d'approfondir toutes ces questions dans le débat après. Alors, ça n'est pas non plus un ouvrage de pédagogie, et pourtant, on vient d'entendre parler d'entraînement mental, donc comme une méthode de développement qui a été élaborée au fil des années dans ce mouvement. C'est aussi une histoire, celle de la formation des adultes, où ceux qui ont élaboré justement les méthodes d'apprentissage se sont appuyés sur la manière dont les adultes autrefois arrivaient quand même à s'élever justement dans la culture, donc à développer des stratégies, souvent dans des situations contraintes quand même, pour se cultiver, apprendre à lire, etc. Donc c'est ce qu'on nomme les autodidactes, sur lesquels beaucoup de gens ont travaillé, dont justement Hélène Bézil, qui est professeure à l'université de, comment on dit maintenant, Paris-Est, Créteil, voilà. Et pour qui, effectivement, l'objet de recherche, le centre d'intérêt, c'est justement cette histoire des autodidactes, hier et aujourd'hui, parce que peut-être le mot est
moins utilisé maintenant puisqu'on vient d'entendre qu'on parle plutôt d'auto-formation, mais c'est intéressant de voir comment effectivement on a fait ce passage entre ces manières d'acquérir des savoirs autrefois difficilement par les adultes et aujourd'hui. Hélène, je te cède la parole. Merci Christiane, merci pour cette invitation, pour cette collaboration, pour cette proposition de collaboration à l'ouvrage. Ben, j'espère, Paul, que vous n'allez pas être trop déçu parce que j'ai pas prévu de me... non seulement j'ai pas vraiment prévu de parler d'auto-formation, mais j'ai même prévu de déconstruire les usages de ce terme pour réhabiliter l'autodidactie. Alors, je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. Voilà. Donc, quand il était question de ma contribution à cet ouvrage, tout de suite j'ai pensé à la place de l'autodidactie dans les courants de l'éducation populaire. Et donc, autour de l'idée, est-ce que c'est vraiment l'autodidactie, est-ce que cette idée-là est vraiment aussi ringarde que finalement ce mot habite notre imaginaire social aujourd'hui. Et mon propos dans ce texte et dans d'autres est justement de partir du constat qu'il y a une sorte de tension qui pose question entre un usage du terme d'autodidacte dans la vie courante pour qualifier autrui, pour faire des attributions identitaires, comme on dit, se qualifier soi ou qualifier autrui en disant « Ah ben moi c'est pas pareil, je suis autodidacte ». Donc ça indique que je ne suis pas dans le parcours standard et que je porte les stigmates de quelque chose. Ou au contraire, je peux le revendiquer. Je peux le revendiquer pour dire, ben voyez, je suis un chef d'entreprise autodidacte, je dois tout à la force de mon poignet. Et pourquoi pas vous, hein, voilà. Et pourquoi pas vous. Donc il y a tout cet imaginaire là qui est très chargé idéologiquement, hein, et donc qui masque les pratiques autodidactiques de tout un chacun. Voilà. Le fait que l'autodidactie, c'est avant tout une pratique banale de tous les jours, et peut-être que j'approfondirai un petit peu cet aspect-là. Et donc ça pose la question, pourquoi, tu évoquais un petit peu ça, Françoise, faut-il dépoussiérer la terminologie? Qu'est-ce qu'on perd? C'est un peu comme dans les firmes, hein, changer le nom d'EDF, quels sont les enjeux autour de ces changements sur les désignations? Est-ce qu'il n'y a pas, par la même occasion, des procédures d'effacement qui sont là en jeu? Qu'est-ce qu'on veut effacer? Alors, est-ce que, par exemple, le développement de l'usage du terme d'auto-formation pourrait viser implicitement à donner une vision, comme disent certains, décaféinée de l'auto quelque chose, où on gommerait les dimensions politiques, par exemple, les dimensions militantes qui sont très présentes dans l'histoire de l'autodidactie, alors que du côté de l'auto-formation, comme vous l'avez dit, Paul, l'histoire de l'auto-formation est très ancrée dans le développement, de cette terminologie dans les grandes institutions comme l'UNESCO, autour de la thématique de l'éducation tout au long de la vie. On va intégrer cette idée de l'auto-formation. Donc c'est surtout une production institutionnelle, appuyée par des collègues chercheurs, bien sûr, hein, mais une production institutionnelle qui peut produire une vision dans la formation des adultes, une vision plus technicisée, plus décaféinée, donc hein, plus accessible et plus fréquentable,
que ne l'est celle de l'autodidactie. Tout ça, je suis très prudente parce que d'abord, on m'a appris ça, c'est les règles du métier. Et ce sont plutôt des questions que je soumets à votre réflexion. Donc voilà, ça c'est un des points sur lesquels j'avais envie d'insister. L'autre point, c'est sur le fait qu'effectivement, nous sommes tous autodidactes dans notre vie quotidienne, au sens où, aujourd'hui peut-être plus qu'hier, mais ce ne sont pas forcément les mêmes, là maintenant c'est tout le monde, la nécessité de nous adapter à des contextes, à des environnements en transformation, à des situations pour beaucoup de grande précarité, nous oblige à être inventifs et à mobiliser des stratégies d'apprentissage, donc pour beaucoup ce sont des apprentissages de survie même. Et je dirais que pour ce qui me concerne, je me suis intéressée à ces questions quand j'ai travaillé dans mes premiers travaux de thèse, où j'ai fait des entretiens avec ce qu'on appelait à l'époque les chômeurs longue durée dans le langage administratif de la NPE, et où donc je me suis interrogée à tous ces apprentissages, ce que j'ai appelé ces apprentissages de survie, qui sont des apprentissages autodidactes, et qui finalement sont plus visibles dans des contextes et dans des situations de survie, mais qu'on retrouve, et ça je pratique donc dans mes recherches, des approches biographiques auprès de gens qui sont dans une autre situation, sont passionnés par une activité, et des créateurs en particulier. J'ai fait un texte un peu provocateur sur Freud autodidacte. Et donc, comment on bricole des savoirs au vu à des fins de la réalisation d'un projet qui peut être individuel, c'est le cas du créateur, mais qui peut être, et j'insiste aussi sur cet aspect, sur la dimension collective de l'autodidaxie, contrairement aux images héritées de l'autodidacte seul, solitaire, maladroit, etc. Donc une autodidaxie collective qui nous concerne tous finalement, et qui semble d'une actualité particulièrement sensible peut-être aujourd'hui, si on pense à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on trouve autour des Fab Labs, des communautés de pratique, et de tout ce qui se partage de savoir et d'apprentissage dans ces contextes-là. Donc voilà, ça c'est une autodidaxie de la vie quotidienne, une autodidaxie de création, une autodidaxie collective, donc autant d'aspects qui remettent en question ce stéréotype donc de l'autodidacte, et qui, je pense, qu'on ne fait pas une bonne affaire en effaçant le terme. Je pense avec d'autres qu'il mérite, parce que ça arrive aussi dans les recherches, d'être réhabilité, resitué dans son contexte, dans son contexte historique. Après tout, je ne suis pas sûre que le terme auto-formation existe beaucoup dans les dictionnaires destinés au grand public, là où le terme d'autodidaxie existe encore. On peut s'interroger sur ces raisons-là, et donc des hypothèses sur les enjeux d'autodidaxie historiquement. Et quand même, on évoquait tout à l'heure Dumasdier et Benigno Cáceres. Benigno Cáceres, quand il produit ses ouvrages qui rassemblent des témoignages de militants autodidactes du XIXe siècle, il donne de la visibilité à des trajets individuels, mais dans un contexte, dans un ancrage collectif qui est très fort. Alors ça, on l'a gommé un petit peu, mais donc c'est bon de le rappeler dans un contexte militant de ce 19e, début de 20e siècle, et où donc il y a des enjeux politiques très forts
associés, hein, accéder au savoir réservé, quoi. Il y a cette dimension-là, et autoproduire soi-même collectivement les conditions de cet accès. Et donc il y a des termes forts on est aussi sur les terminologies, des termes forts pour désigner ces aspects-là, et ça me semble important. Et donc un peuple et culture, vous le rappeliez tout à l'heure, Benigno Cáceres, des membres vraiment fondateurs, et Joffre du Mazier et l'autodidactie, alors ça j'aime bien le rappeler aussi, on lui prête à juste titre le fait d'avoir réhabilité la pensée de Condorcet, hein, dans son projet d'instruction publique de 1792, et que dit-il à propos de l'école et du rôle du maître? Ben voilà, il doit défendre ce projet-là, c'est un peu délicat hein, dans le contexte de l'époque, où il dit ben, quel doit être le rôle du maître aujourd'hui? Le rôle du maître aujourd'hui, ça doit être dans un contexte, alors c'était aussi le cas, dans un contexte de changement, on change de période, c'est le moins qu'on puisse dire en 1792, hein, que ce soit les agriculteurs, ceux qui sont les plus éloignés des villes, des centres et de l'accès à l'école, à la culture, etc. Le peu de temps qu'ils fréquentent l'école, le rôle du maître doit être de leur apprendre le fameux terme de apprendre à apprendre. De leur apprendre à apprendre, et la fin de la phrase c'est en autodidacte. Hein, parce que c'est ça leur trésor dans un contexte de société en changement et en transition. Et ça doit être ça le rôle du maître. Bon alors, l'institution scolaire, donc on voit combien les représentations viennent se percuter, parce que on oppose traditionnellement l'autodidactie au monde scolaire. Hein, et donc c'est important de revenir à ces fondamentaux-là, puisés dans la pensée de Condorcet à propos du fameux « apprendre à apprendre », qui est devenu une sorte de slogan qui s'est un petit peu vidé de sa substance. Normalement, je devrais avoir bientôt fini, hein, oui, c'est ça. Et donc, merci. Bon, voilà, on aura l'occasion d'échanger. Le terme auto-formation est arrivé dans les années 90. Voilà. C'est vrai que derrière, il y avait sans doute des enjeux. Et alors, oui. Alors, juste pour terminer sur le terme d'auto-formation, moi-même, j'ai fait partie de ce petit groupe de recherche pour l'auto-formation. Il y avait Philippe c'était du Mazier, notre mascotte, hein, justement. Et il venait, il avait environ 90 ans à l'époque, et donc, et avec Nelly Lesenbaum et leurs travaux sur l'étoile, etc. Bon, on pourra en reparler. Et les bibliothèques. Ouais. Alors, ce n'est pas non plus un ouvrage de sociologie, même si on parle beaucoup du Mazier et qu'il a développé justement beaucoup de sociopédagogie, hein, c'est comme ça qu'il appelait ça. Mais on a quand même un article de Bernard Friot, donc, qui est sociologue et économiste, et qui, dans cet ouvrage, donc, ouvre des perspectives qui dépassent la dichotomie travail-loisir et propose un projet de société, on va dire. Et j'ai oublié de dire qu'il était prof émérite à l'université Paris-Ouest, Nanterre. Oui, enfin, en 10 minutes, on ne va pas poser de projet de société. Ce qu'on va faire, c'est faire écho à un terme qui est revenu, d'ailleurs pour le déplorer en général, dans la bouche des 3 intervenants précédents, celui de l'employabilité. Comment vouer la formation des adultes à l'employabilité, à l'amélioration de leur employabilité, dénature, disons, le projet. Je voudrais revenir sur ce point. Et Paul Fayol disait que la loi de 71 avait déçu. La loi de 71, c'est donc la loi qui met en place la formation professionnelle, hein, à partir d'un dispositif de
d'obligation pour les entreprises de consacrer une partie de leur masse salariale, enfin un pourcentage de leur masse salariale à de la formation. Mais dès le départ, hein, cette loi était vouée à l'échec, puisque, à la différence du régime général de sécurité sociale, dans lequel une cotisation des employeurs va à pot commun, gérée par les travailleurs eux-mêmes, au moins jusqu'en 67, là, nous avons une obligation de dépense, mais qui est dont l'employeur peut se libérer en assurant lui-même la formation dans son entreprise. Et au bout du compte, cette loi n'a pas du tout organisé une sécurité sociale de la formation professionnelle. Les plans de formation d'entreprise, sur lesquels les syndicats ont assez peu de prise, les plans de formation ont été décisifs, hein, et donc la formation professionnelle a été mise d'abord au service des projets patronaux. Et il faut ajouter à ça ensuite que, alors que l'UNEDIC avait été construit comme l'affirmation d'un droit au salaire pour les chômeurs, progressivement, l'institution a qualifié les dépenses liées au salaire des chômeurs de passives, et il s'est agi d'activer les dépenses passives en posant que le premier droit du chômeur, c'est pas le salaire, c'est l'amélioration de son employabilité. Alors, quand vous additionnez ces deux dérives, hein, d'une part, une obligation de formation, enfin de consacrer un pourcentage de la masse salariale à de la formation, mais qui finalement conduit à des plans de formation largement décidés par les employeurs, et d'autre part, dans la mesure où le fait que Pôle emploi ait de plus en plus instrumentalisé la formation comme élément de gestion des chômeurs dans le sens de l'amélioration de leur employabilité, bon, c'est sûr que il n'y a pas grand place dans cette affaire pour quelle que soit la façon dont on l'appelle, pour reprendre les remarques d'Hélène Vézil, pour quelque chose qui affirme la capacité culturelle des personnes. Et donc, quelle est la condition pour que l'on sorte de cette logique d'employabilité qui empêche toute éducation populaire? Ben, ça suppose que ce ne soit plus l'emploi qui soit le cœur de la reconnaissance des personnes comme travailleurs. Tant que c'est l'emploi qui est la matrice de la reconnaissance des personnes comme travailleurs, il n'y a pas d'autre façon que d'améliorer l'employabilité. Et donc, nous savons comment sortir la reconnaissance des travailleurs de l'emploi, puisqu'on a commencé à le faire avec la fonction publique. Hein. Un fonctionnaire n'est pas payé pour son emploi, hein. Il est payé pour son grade, il est payé non pas pour son poste, mais pour une qualification qui lui est personnelle. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique, c'est ce qui fait que la pension est la poursuite du traitement, c'est-à-dire qu'on entre dans une logique où la qualification est un attribut de la personne,
on n'est pas dans la situation d'un salarié employé qui à la fois est irresponsable des décisions décisives dans son entreprise, mais ça pour les fonctionnaires, nous sommes aussi dans la même situation souvent, mais qui en même temps est en permanence suspecté, sanctionné, culpabilisé. Et donc, moi je ne vois pas la possibilité de changer la formation tant qu'on ne change pas le statut du travailleur. Tant que les personnes ne seront pas en permanence confirmées dans leur qualification, avec un outil d'éducation populaire qui vise à accompagner leur montée en qualification, mais dans une démarche qui est une démarche de confirmation permanente et non pas de suspicion permanente, je ne vois pas comment nos institutions peuvent sortir de l'amélioration de l'employabilité qui est une chose impossible, hein, évidemment. Et pour pouvoir disposer d'un service public de la formation continue qui soit au service de la qualification des personnes et non pas de leur employabilité, il faut que la qualification devienne un attribut de la personne et que donc se généralise ce qui a été mis en place pour la fonction publique. On est reconnu, alors ce n'est pas suffisant dans la fonction publique, il faut aller plus loin, hein, mais on pose les personnes comme titulaires de qualification et on les pose avec un droit politique à cette reconnaissance et non pas devant, comme Sisyphe poussant son rocher, en permanence apporter la preuve que l'on est employable. Poser la contribution à la production de valeur économique, poser la contribution au travail productif comme un attribut de la personne, donc enrichir les droits à 18 ans d'une reconnaissance d'une qualification attachée à la personne, démarrer le salaire à 18 ans, un premier niveau de qualification, hein, qui ensuite peut s'améliorer par des épreuves de qualification, où là précisément la formation continue, enfin, etc., peut prendre sens, mais pas le sens punitif qu'elle a aujourd'hui, un sens qui au contraire confirme les personnes. Attribuer un premier niveau de qualification à 18 ans et le salaire à vie qui va avec, c'est pour moi la boussole d'une généralisation de ce que le statut de la fonction publique, mais pas que lui, hein, le régime général de retraite également, en attribuant aux retraités un droit au salaire, et non pas, c'est d'enjeu aujourd'hui puisque le projet de Macron, c'est de transformer le régime des fonctionnaires ou ce régime général en compte à points, hein, qui dit qu'on n'a pas droit au salaire quand on est retraité, on a droit à la contrepartie de ses cotisations passées, alors que le régime des fonctionnaires s'est construit sur le droit au salaire jusqu'à la mort. Donc là encore, généraliser ce droit au salaire à vie tel qu'il s'est construit dans le régime des retraites comme droit au remplacement du meilleur salaire, on a des pistes là. Hein. Je crois dans ma contribution, je traite aussi d'autres objets, en particulier le fait que les acteurs de la formation sont eux-mêmes dans une précarité considérable, que les associations formatrices n'ont pas de sous, utilisent des emplois aidés, des services civiques, enfin toutes des situations qui sont absolument inadmissibles. Parce que les associations, ça a été bien montré par Mathieu Elie, ont vocation à remplacer la fonction publique, en particulier territoriale, avec des statuts des personnels à la mort moelleux. Mais
mais dans les deux cas, de toute façon, on est dans la situation d'une nécessité, d'une attribution de la qualification aux personnes, si on veut que l'action de formation tout au long de la vie ait un sens positif et non pas péjoratif comme aujourd'hui. Je conclus sur un autre thème important de mon intervention, de ma contribution, mais que je ne sais pas traiter là. Qu'est-ce que ça veut dire former des gens s'ils sont irresponsables dans l'entreprise? Ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas d'appétit de formation, mais heureusement, si c'est pour se former à ne rien faire, à quoi bon? Si on est irresponsable sur l'investissement, irresponsable sur l'usage de l'outil, irresponsable sur le lieu où on travaille, irresponsable sur le collectif de travail, irresponsable sur tout, quelle est la finalité de la formation? Alors ça va devenir quoi, une consommation plus ou moins compulsive pour faire comme si... bref, il ne suffit pas d'avoir un salaire à vie pour que la formation tout au long de la vie ait un sens. Il faut aussi que les travailleurs décident de la production et donc soient propriétaires de leur outil de travail. Merci Bernard. C'est à vous maintenant de poser des questions. Vous avez eu donc 3 aperçus courts, hein, bien sûr, sur cet ouvrage. On n'a pas pu traiter tout le reste sur la résistance par la culture notamment. Bon. Mais je suppose que vous avez des questions. Alors, qui veut se lancer pour l'instant? Oui, vas-y. Je ne connais pas assez de choses sur peuple et culture, donc je pose des questions qui vont peut-être sembler... une question toute simple, c'est parmi les 17 associations qui sont dans ce collectif, si j'ai bien compris, peuple et culture, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont responsables d'un lieu particulier, d'un projet particulier en province? Bon, j'ai vu Accueil Paysan, c'est un cas, mais quels sont les autres cas par exemple? Paul, tu peux répondre. Catherine qui est aussi... Je travaille à Peuple et Culture. Je suis venue en soutien. Non, pas du tout, j'ai une forte voix de toute façon. Comme autre exemple, il y a l'école de la deuxième chance à Nîmes, qui est je ne sais pas si vous connaissez le dispositif des écoles de la deuxième chance. Donc là, l'association Peuple et Culture Gare a obtenu la gestion de ce dispositif sur la ville de Nîmes. Elle le fait en partenariat avec une autre association d'éducation populaire qui s'appelle les CMA. Mais donc voilà, et là ce qui est intéressant aussi, c'est que elle a fait de ce dispositif, qui est un dispositif européen, les écoles de la deuxième chance, et donc pour les jeunes qui sont sortis du système scolaire sans rien. Et elle l'a fait avec cette comment dire, spécificité peuple et culture, dans la mesure où alors elle répond à un cahier des charges commun à toutes les écoles de la deuxième chance, mais elle a instillé plein d'activités artistiques et culturelles. Donc il y a énormément d'activités qui sont proposées aux jeunes, animées par des intervenants extérieurs. On travaille beaucoup avec des artistes, écrivains, cinéastes, voilà. Donc là, il y a cet exemple-là. On ne gère pas d'équipement, nous, si c'était ça votre question, le sens de votre question. Non, mais c'était pas obligatoirement, non, c'est voilà, un des sens possibles, effectivement. Voilà, alors la spécificité de Peuple et Culture aussi, c'est qu'il n'y a aucun site Peuple et Culture qui ne ressemble à un autre. Donc là, voilà, il y a l'école de la deuxième chance sur Nîmes. On a une association qui est à Tulle, elle qui est essentiellement composée de bénévoles, alors qui est liée aussi à la Corrèze, qui est une terre très militante. Donc là, l'essentiel de leur activité tourne aussi autour de la mise en place d'actions culturelles au sens large. Et ça, je reconnaissais tout à fait dans les propos que vous aviez. Par exemple, quand on organise des soirées débats, on considère que c'est de l'action culturelle. C'était un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On a toujours cette acception large du terme culturel qui n'est pas uniquement associé à des activités dites artistiques. Mais la culture, c'est tout ce qui permet de comprendre et de dire le monde. Donc, vous voyez,
plutôt large. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. Et cette volonté de ne pas gérer d'équipement, elle vient de constats ou de choses à éviter particulièrement ou... Alors ça, je serai en peine pour vous répondre. Ce que rappelait tout à l'heure Paul Fayolle, c'est que à chaque fois, les peuples et cultures, ils sont nés d'un désir individuel d'animer quelque chose sur un territoire. Et c'est plus ça le moteur des sites peuples et cultures, c'est le désir voilà, le désir d'un individu. Ouais, de ne pas s'asseoir dans un lieu aussi enfermant, plutôt et faire des on n'est pas, activités, il y a plein d'associations, là il n'y a pas longtemps je suis allé rencontrer une association qui est membre plus récemment de Peuple et Culture à Douarnenez. Ils n'ont pas forcément de locaux avec pignon sur rue et ils ont des locaux pour mettre en place leur activité, mais après toutes leurs interventions elles se font ailleurs. Ça aussi, je pense que c'est peut-être pas conscient, mais en tout cas c'est généralisé. L'idée c'est d'aller au plus près des gens, quoi. Et donc pas forcément de mettre en place des activités dans des espaces estampillés peuple et culture. Voilà. Moi, j'avais une petite question à poser. Je ne sais pas qui peut y répondre parmi vous. C'est en rapport avec notamment l'onomastique, avec les désignations, les mots, ce qu'ils veulent dire, et la distinction. Vous allez voir, je vais venir à une chose très concrète et précise entre formation, éducation populaire, formation des adultes. Il me semble qu'il y a une grande confusion, plus que jamais d'ailleurs aujourd'hui, sur à la fois ce que ça recouvre, les objectifs et autres. Mais ma question repose sur la manière dont cette confusion correspond bien à des choses extrêmement concrètes dans notre rapport de production et dans l'appareil idéologique, y compris et surtout celui de la classe dirigeante, puisque souvenez-vous que pour lutter, pour ne pas dire pour éradiquer le chômage, l'idée géniale d'Attali, exprimée en termes très simples, c'était de nous dire il faut faire de la formation, puisque un chômeur en formation n'est plus un chômeur, il est en formation. Alors j'aimerais savoir ce que ça suggère à vous tous, qui avez, en tout cas à ceux qui ont évoqué la problématique justement des mots entre que ça aille de la problématique de du rapport entre la formation et l'emploi, de l'employabilité, ou la distinction qu'on peut faire à partir de ce moment-là entre autodidacte et auto-formation ou formation, que ce soit d'ailleurs des adultes ou des pas adultes d'ailleurs, parce que je ne sais pas trop pourquoi il me semble qu'il y a un énorme problème que je vis d'ailleurs quotidiennement ici, d'éducation populaire, appelons ça comme ça, y compris des plus jeunes. En tout cas, un déficit énorme. Et donc voilà, quid du rapport entre formation, emploi et la manière dont est finalement instrumentalisée dans le statut social l'idée même que quelqu'un est en train de se former. Puisque du coup, et ça devient un substitut au statut social qui est celui de l'employé. Je vais dire seulement un mot. Oui, c'est possible que ce soit un substitut. C'est pas sur ce plan-là que j'ai envie de dire. Dans l'idée de l'éducation populaire, il y a formation, s'il y a acquisition d'un esprit critique, et une fois que l'on me forme, il faut que je réfléchisse aussi sur la façon dont on me forme. C'est-à-dire que ce n'est pas on ne va pas me donner une compétence, enfin, on me donnera une compétence, j'espère qu'il y aura une compétence, mais aussi la réflexion sur pourquoi et comment on me donne cette compétence. Ce n'est pas uniquement donc l'acquisition de savoir-faire qui vont être certainement nécessaires, soit dans des emplois, soit pour ma vie propre, mais aussi la réflexion sur pourquoi et comment cette compétence m'est donnée. Enfin, je veux dire, cet esprit critique sur ce que je fais.
toujours l'analyse en sortant de ce que l'on est. Sinon, effectivement, il peut y avoir de la formation qui dit formatage. On va former telle personne qui saura faire telle chose, très bien. Mais c'est pas dans ce sens-là que nous la voyons, nous, dans l'éducation populaire. Enfin, voilà. Je sais pas si... La question, c'était plutôt Oui. le statut social de celui qui est justement en formation, indépendamment de tout ce qui a déjà été dit, fort judicieux sur la question, qui devient un substitut à celui du salarié, voire du travailleur. Il est en formation, donc il a cette fonction. Mais ça, c'est la thèse d'Attali, hein. Tout simplement parce qu'il n'est plus dans les statistiques du chômage. Hein. C'est dans une logique, malgré tout, qui nous amène, comme on sait, à la précarité, à l'ubérisation, etc. Il s'agit de sortir les gens du non-emploi, donc du chômage, de leur attribuer un statut social, sur lequel je ne vais pas m'étendre, et quel est le rapport notamment de Peuple et Culture avec cette dérive quand même idéologique de ce que c'est que la formation. Je ne parle même pas des questions en rapport avec la transmission, qu'est-ce qu'il s'agit de transmettre, pour qui, pourquoi, comment, à quoi ça peut servir, mais où ça devient, où il y a une espèce d'essence de celui qui est en formation, une essence sociale. Vous vouliez dire quelque chose ? Je ne suis pas tellement d'accord, parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les formations, la durée des formations diminue. Et en fait, je ne pense pas que les personnes en formation, alors, sauf sortir des chiffres du chômage, mais n'ont pas de réel statut, justement. Ce sont la plupart maintenant des salariés qui font une formation le font parfois sur le temps de travail, parfois en dehors aussi, hein, donc de plus en plus, parce que ce que la loi de 71 avait amené, c'était justement, enfin pas seulement celle de 71, celle de 66 avant aussi, mais c'était qu'on pouvait le faire sur le temps de travail. Donc c'était du temps libéré pour se former. Ça, donc dans les évolutions actuelles, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une diminution des durées, et en plus, de plus en plus, les formations se déroulent aussi en dehors du temps de travail. Mais là, en réalité, nous sommes bien d'accord. Je suis en train d'évoquer précisément Oui, la dérive statut. Jacques Attali, Oui. qui consiste à dire, parce que là, il ne s'agit plus de gens, de salariés qui se forment au travail. Oui. C'est plus du tout ça. C'est justement des gens qui ne sont pas salariés, qui sont au chômage, c'est cela dont parle C'est ce Attali. qu'on appelle les stages parking. Voilà, c'est ça dont je veux parler. Et où la dérive, y compris indépendamment de la sémantique, hein, et du sens qu'on donne au terme de formation, maintenant ça devient le cotère, peut-être sur une jambe de bois, en tout cas c'est le remède au chômage, c'est vous allez tous être formés. Sous-entendu. C'est un remède à beaucoup de choses. Mais alors, et où il y a une confusion entre ceux qui sont précisément dans l'emploi et ceux qui n'y sont pas. Et finalement, la confusion est faite, puisque Attali, c'est Saint-Jean-Bouche d'Or, mais c'est, comme vous savez, ça a été repris par Macron et surtout tout le staff qu'il y a derrière lui. C'est vous êtes en formation, donc vous n'êtes pas chômeur. Donc cette idée qui est purement idéologique, mais qui repose quand même sur une préoccupation, un souci concret de la classe dirigeante autour de la problématique de formation. Alors, est-ce que je ne sais pas si c'est une préoccupation ou si c'est pris en compte d'une manière ou d'une autre par... on a rappelé le fait que, à juste titre, que Bernard a rappelé que maintenant on délègue à des associations les fonctions de l'État, notamment la fonction publique. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans d'innombrables domaines, comme on le sait. Ce qu'on appelle les ONG aujourd'hui, ça n'existait pas. Ce que font les ONG il y a seulement une trentaine ou une quarantaine d'années, c'était l'État qui s'en chargeait au travers de différents services et administrations. Donc, dans le même ordre d'idées, cette espèce de privatisation par le biais supposément associatif, c'est-à-dire associé à une statut de précarité, avec comme avancée ultime pour l'instant le fait que il va y avoir le statut maintenant non plus de travailleur, c'est une alternative au statut de travailleur, c'est plus le travailleur en train d'acquérir des compétences soi-disant pour s'adapter, etc. C'est le statut simplement en formation,
Est-ce que ça suscite, notamment à vous qui êtes un peu spécialisé là-dedans, si j'ai bien compris, des préoccupations ou un commentaire sur justement sur cette évolution qui est publiquement manifeste? Hélène voulait intervenir. Moi, je viens. Si, c'est peut-être. Je suis désolée d'intervenir à la place de vous. Ah non, non, non. Qui n'a pas l'air très partante. Ça nous permet de reprendre un peu la parole. Ça, tu le mérites. De la solidarité. Deux remarques sur cette dimension occupationnelle, on va dire, de la formation. Il y a ce développement des masters, et puis il y a même des films intéressants là-dessus qui montrent ces bacs plus 10 qui cherchent désespérément du travail dans un garage. Et puis le garagiste qui leur dit, mais dis donc, toi tu parles bizarrement, est-ce que tu serais pas à bac plus? Est-ce que tu serais... Je te prends pas. Et donc ça c'est la manière un peu humoristique d'aborder la question. Donc il y a ça, il y a la question des services civiques, du bénévolat, toujours pour occuper. Hein. Et en t'écoutant, je pensais à... J'interviens avec... Enfin, on a monté un master avec des collègues, un master éducation populaire, entre guillemets, et qui concerne des gens qui sont sur toute la France, dont beaucoup sont directeurs de centres sociaux. Et parmi les thèmes qui les préoccupent, il y a cette question-là, dans ce contexte d'absence de financement, etc., ils ont à gérer des bénévoles de services civiques qui sont là en attente d'autre chose. Alors c'est ça que ça m'inspirait. Et l'autre chose, c'est alors du côté de la formation professionnelle, comme tu le disais, Françoise, le problème, il est que justement, il n'y a plus de sous. Et donc, les remèdes sont cherchés du côté de l'auto-formation, entre guillemets, de ce que certains ont importé, je pense à Philippe Carré, sous le terme du self-directed learning, l'autodirection des apprentissages, où il a importé aussi un questionnaire de fabrication américaine qui vise à évaluer les capacités d'auto-apprentissage des gens avant de les recruter, de telle sorte d'avoir une sorte de garantie qu'ils se formeront eux-mêmes et que ça ne coûtera rien à l'entreprise. Donc, alors, il me semble qu'il y a deux aspects dans ta question. Moi, je ne l'ai pas bien comprise. Non, je pense que ça correspond à peu près, en tout cas, à ce que j'ai voulu évoquer. Il y avait une autre question que je voulais poser. J'ai été rendu sensible par le fait que nous avons à proximité, vous devez le savoir, eu le seul, à ma connaissance, lycée de formation des adultes, Oui. Non seulement de Paris, mais de France. Et non seulement il est le seul, en dépit de sa grande efficacité, de la grande satisfaction, aussi bien des professeurs qui enseignent que des élèves qui s'y succèdent, il est néanmoins menacé. Hein. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Et donc, ma question, certains d'entre vous connaissent quand même le milieu éducatif, l'éducation nationale, le mammouth, comme disait l'autre. Comment se fait-il que, en plus fort d'une expérience de plus de 20 ans, maintenant, je ne sais plus, 25 ans ou 30 ans maintenant que ça existe, il n'y en ait pas d'autres, alors que manifestement c'est assez efficace, que ça s'inscrit dans le cadre clairement de la fonction publique, que ça correspond à une bonne partie de ce qu'on met dans tout ce dont on a parlé, en tout cas certainement la partie formation des adultes. Et qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que, eh bien, il existe encore, mais encore par faiblesse ou par générosité de quelques sympathiques soutiens dans l'administration, mais qui pourraient disparaître, et que surtout, il n'y en a eu aucun autre, alors que l'expérience est tout à fait concluante. Alors que l'expérience aurait dû être même particulièrement concluante, c'est un endroit significative. exceptionnel, parce que Justement, pourquoi est-il exceptionnel? Les adultes qui veulent absolument passer baccalauréat, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire jusque-là,
mais aussi des étudiants qui suivent des cours de coupe-couture. Enfin, c'est très très varié. Mais je pense que c'est la suite d'une association philanthropique, d'après ce que j'ai compris. À l'origine. Donc c'est un peu aussi... Oui, mais ça a quand même été pris en charge par l'éducation nationale. Par la puissance publique, par la mairie de Paris. C'est municipal, c'est ça. Oui, oui, mais c'est quand même dans le cadre de l'éducation nationale aussi, hein, les profs, etc. Oui, on est bien dans le cadre du système éducatif. Hein, et c'est simplement financé et dirigé sur fond de la mairie de Paris. C'est vrai. Mais bon. Mais il y a peut-être d'autres villes qui ont un peu l'équivalent. Bah non, justement. Comme la proviseure qui est là depuis pas mal d'années est venue, nous a présenté toutes sortes de ses élèves, etc. C'était tout à fait étonnant, justement, sur ce plan de la formation des adultes, notamment. Il y a des parcours qui sont particulièrement édifiants, positivement. Et une des questions qu'elle posait, alors elle n'insiste pas trop parce qu'elle veut pas trop se faire mal voir, mais m'a clairement répondu non, nous sommes le seul cas, nous sommes même menacés et il n'y a aucun projet, alors que c'est une réussite totale. Si vous en doutez, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a faites avec elle. C'est à 500 mètres d'ici. Beaucoup des gens. C'est la première fois que des innovations dans l'éducation ne sont pas reconduites. Ça a été, non mais je veux dire, ça a été testé, ça marche, ça fait 25 ans que ça marche, et curieusement, il n'y a rien d'équivalent créé nulle part. Tu ne connaissais pas ce... Ah non, bah je t'enverrai Ils ne sont pas mis en réseau. Parce que des structures comme ça, un peu expérimentales en général, pour survivre, elles sont toujours en réseau avec d'autres. Elle dépend essentiellement du bon vouloir de l'administration municipale parisienne. Et depuis longtemps, je veux dire, au travers de pouvoirs politiques successifs, ça date de bien avant Delanoë, hein, c'est la droite, clairement, qui a mis en place ce truc-là. Simplement, si elle continue, c'est que ça marche très bien. Ça donne d'excellents résultats, il faut voir le truc. Et alors, ce qu'il y a de très étrange, c'est que apparemment, ça n'intéresse pas grand monde et très peu de gens même sont au courant. Donc pour moi, c'est quand même un grand point d'interrogation. Et comme on a là ici pas mal de gens que la chose préoccupe, je vous soumets aussi ce point-là. On peut mettre en place de manière parfaitement instituée, conformément à la vocation à la fois de la puissance publique et de ce qu'est l'éducation, une formation des adultes qui marche très bien, qui est qualifiante, qui amène au bac, etc. Non, on n'en fait pas d'autres, et ça fait 25 ans qu'on refuse d'en faire un deuxième. Bon. Donc vous n'avez pas de... Affaire à suivre, non. Voilà, affaire à suivre. Moi, je suis partante. Je vous mets en rapport, avec cette dame. Si Peuple et Culture peut, avec ses réseaux justement, donner l'idée à notre administration centrale du fait qu'elle a là quelque chose à faire. Moi, j'ai toujours pensé que dans ce lieu, en fait, il fallait mettre sur pied ce qu'on appelle maintenant un learning center. Parce que justement, comme il y a tous les âges... En français, s'il vous plaît. S'il te plaît. Learning Center, je me bats sans arrêt, je rappelle aux gens la langue de la République et le français. Bon, et ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de la logomachie en globish anglais. Si on veut traduire, il faut mettre beaucoup de mots. Alors bon, centre de documentation ou... un lycée, c'est un lycée pour adultes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Learning Center? Il y a la partie quand même documentaire. Pardon? Le centre de documentation. Il y a la partie documentaire et la partie lieu de travail, de collectif. Oui, mais centre d'auto-formation. Mais comme dans... Oui, on peut dire centre de formation, ça va très bien. Oui, mais voilà, non mais je veux dire, au lycée ou centre de formation, peu importe. Mais on n'a pas besoin de le dire en anglais. Désolé, je suis un peu agressif, mais ça me gonfle à un point, tu n'imagines pas. Oui. Mais il y a peut-être d'autres questions sur d'autres aspects aussi. Oui, il commence à y en avoir là-bas. Parce que là, on est sur le local. Oui. Bonjour, alors depuis tout à l'heure, comme je suis dans un lieu assez particulier, je me dis quid de la dialectique et de la théorie de la valeur dans l'éducation populaire. Donc, je vais développer. En fait, je pense que... Pas trop longtemps, hein. Pas trop longtemps. Quand Bernard Friot et Dominique Mazieu ici disent que c'est bizarre que l'institution publique gère des pôles d'éducation populaire et ça marche pas, je pense que la raison est simple, c'est que... Si, justement, je suis en train de dire qu'il y en a et qui marchent très bien.
Mais il y en a un seul dans la France entière. Pourquoi? Parce que l'éducation populaire a une valeur d'usage et une valeur économique, et je pense que la question décisive, pour être dans une lignée hegeliano-marxo-friotiste, c'est de savoir qui décide de la valeur économique. Et donc, si ce n'est pas la classe révolutionnaire qui décide qui a le pouvoir et la souveraineté sur la valeur économique de l'éducation populaire, ben, on n'arrivera à rien. Donc voilà, je pense que dire l'éducation populaire, ça sert à confirmer la qualification, alors ça marche un peu dans la fonction publique. Par exemple, moi à l'Observatoire, je fais des stages pour les professeurs, pour leur parler un peu d'astronomie. Donc ça confirme leur qualification, après ils peuvent parler d'astronomie à leurs élèves. Ça c'est un exemple qui marche très bien, mais pourquoi ça ne marche pas ailleurs? Parce que nous ne sommes pas souverains sur la valeur. Donc je pense que dire il faut confirmer la qualification, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, parce que le salaire à vie c'est pas non plus pour tout de suite. Donc je pense que la question décisive pour transformer l'éducation populaire dans une lignée positive, c'est de revendiquer une souveraineté populaire sur la valeur économique de l'éducation et de la formation. Voilà, c'était juste une voilà. Question ou réaction? Tu es directement cité, tu peux peut-être faire un commentaire. Oui, mais oui, bien sûr, hein, c'est tout l'enjeu, par exemple, de l'introduction dans le PIB de la production de l'administration. Hein, en 1977, nos PIB ont augmenté parce que on a changé de système de comptabilité nationale. Et a été posé que l'administration produit de la valeur économique. On a calculé en additionnant les salaires des agents de l'administration et ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, l'équivalent prétendu du profit, disons, dans les services publics. Donc, de fait, bien sûr, hein, que la valeur économique attribuée à une activité n'est pas dans la nature. Hein. C'est une décision politique. Et je suis bien d'accord sur le fait que la bataille pour attribuer de la valeur économique à une éducation populaire qui est reconnu comme ayant valeur économique, dès lors qu'il s'agit de faire des plans de formation pour les entreprises, ça a de la valeur économique. Là. Mais une éducation populaire qui ne soit pas justement vouée à des plans de formation pour les entreprises, oui, c'est un enjeu tout à fait réel. Hein. Se battre sur ce qui, dans les activités, se voit doté de valeur économique, c'est une bataille constante, hein, parce que la logique de la bourgeoisie capitaliste, c'est de n'attribuer de valeur économique qu'aux activités qui mettent en valeur du capital. Les autres n'ont pas de valeur économique. On va dire que les fonctionnaires dépensent, que les soignants dépensent, qu'il y a de la dépense publique, alors que bien sûr, il y a de la production de soins et qu'il y a de la production d'éducation. Et que se battre pour qu'il y ait attribution de valeur économique à des activités qui ne mettent pas en valeur de capital, c'est décisif. J'insiste d'autant plus qu'une certaine façon de répondre à ce carcan de la valeur réduite à la production qui met en valeur du capital, c'est de dire ah ben nous on n'est pas dans l'économie surtout, on veut pas être, on est dans l'ineffable, on veut pas que tout ça soit comptabilisé dans la production de valeur. On est dans la culture. On est dans l'activité, on veut être des actifs, pas des producteurs. C'est-à-dire que cette connotation c'est pas propre, quoi. Hein. Cette connotation finalement péjorative de ce qui a valeur économique, c'est une façon extrêmement désastreuse d'affirmer que ce que l'on fait
vaut, mais surtout pas du point de vue économique. Ça vaut parce que je ne sais pas quoi au bout du compte. Hein. Je crois que la bataille sur l'attribution de valeur économique aux activités est une bataille décisive. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit que toute activité devienne productrice de valeur. Hein. Bien sûr que non. L'activité excède la production de valeur économique. Hein. Mais faire fi de cela, dire par exemple, il y a des réactions de soignants qui disent mais attendez, mais la santé, ça n'a pas de prix, c'est pas de l'ordre de la valeur, tout ça. Ne parlons pas d'un certain nombre de lieux artistiques et autres. Je pense que ce sont de mauvaises une espèce de retournement de stigmate. Enfin, tu évoquais la question du stigmate. Un retournement du stigmate qui n'est pas bon. Hein. Je crois qu'il faut se battre pour une conception, une pratique autre de la valeur que la pratique capitaliste. Ça, c'est important. Mais ne pas s'enfermer dans l'idée que ce que je fais, de toute façon, c'est au-delà de la valeur. Ça, pour moi, c'est une erreur. Donc, oui, vous voulez poser une autre question? Oui, pour en revenir à cet unique lycée qui a l'air de fonctionner, mais qui n'est pas une expérience renouvelée. Vous pourriez parler un petit peu plus fort? Non. Il y a le côté femme qui n'entend pas. Voilà. Ce que je me demandais, c'était reconnaître que quelque chose a de la valeur. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas ajouter qui est souverain sur cette valeur en plus? Parce que dire que quelque chose a de la valeur, si c'est les capitalistes qui la contrôlent, par exemple ici pour ce lycée, je pense plutôt à la mairie, les sous de la mairie dépendent de l'État, et aujourd'hui l'État est macroniste et donc bourgeois. Donc finalement ça avance pas à grand chose que de Mais le lycée a été créé par la droite il y a 25 ans. Ah bon? Comment c'est possible? Eh ben, j'allais te dire, tu es un peu complètement à côté de la question que je pose. Dieu sait que je ne suis pas du tout hostile à aborder la question de la valeur, de la théorie de la valeur, etc. Mais là, je suis sur une question beaucoup plus factuelle, prosaïque, empirique, qui est de dire, puisqu'on se pose la question du cadre institutionnel, structurel, de plus en plus difficile dans lequel on peut produire ce qu'on évoque, même si on a rappelé que ça recouvrait beaucoup de choses, beaucoup de notions, et qu'il y avait beaucoup de confusion autour de ça. Entre autres, et quand même beaucoup, la formation des adultes. Je vous ai observé que j'ai découvert dernièrement, hein, j'en savais rien moi-même, j'ai découvert parce que c'est proximité de quartier, tout simplement, qu'on avait dans ce quartier, parmi les choses curieuses, étonnantes, le seul lycée pour adultes qui marche parfaitement, qui est parfaitement dans le cadre institutionnel, qui donne d'excellents résultats, où franchement, je suis pas en train de faire de la pub spécialement pour ce qu'on a fait, mais surtout pour l'action de ces gens-là, aussi bien la proviseure que les profs. Et vous verrez, c'est tout à fait étonnant le type de rapport qui existe, y compris le rapport pédagogique, éducatif, mais à part ça, c'est tout simplement un lycée qui forme des adultes à arriver jusqu'au niveau du bac. Ça marche très bien, ça fait très longtemps que ça a été une formule éprouvée, qui ne pose pas de problème particulier de statut, d'organisation, de cadre administratif ou réglementaire à l'institution, mais pourtant, il n'y en a qu'un et on n'a pas l'idée d'en faire d'autres. Or, c'est, me semble-t-il, typiquement le genre de réponse aux questions et aux problèmes qui sont abordés ce soir. C'est ça le sens de ma question. Je veux dire. C'est scolaire quand même. Absolument. Oui, nous on parle d'éducation populaire. Alors le modèle, je ne sais pas comment il fonctionne, mais c'est certainement une pédagogie différente des autres lycées. C'est des lycées, c'est des professeurs d'anciens lycées professionnels. Je voulais juste signaler à propos de... Attends, il y avait François. Françoise va répondre d'abord, peut-être. Ça y est, moi je fais. Voilà. Je voulais juste signaler qu'il y a 3 ans, l'Université populaire du 14e a fait un cycle sur l'école, et qu'il y avait un cycle qui était consacré à ce lycée, où la proviseure est venue exposer ce que c'était et tout. Mais ici, dans le quartier, les choses sont très cloisonnées. Et tu aurais pu venir à ce cycle, tu aurais appris quelle était
Non, mais ça fait un moment que j'ai fait je crois que c'était bien avant votre cycle d'éducation populaire que j'ai rencontré cette dame. Tu n'es pas très au courant apparemment. Justement, ça fait un moment. Et quand j'en ai parlé autour de moi, y compris à nos amis, y compris de l'université populaire, la plupart ignoraient même, et les plus anciens du quartier, ignoraient même l'existence de ce lycée. C'était déjà une chose qui m'avait frappé. Mais ça me frappe encore quand je suis dans le contexte où nous sommes ce soir, où j'observe que cette réponse absolument factuelle, historique, empirique, qui mériterait d'être un peu plus examinée. Donc, je ne vais pas insister lourdement là-dessus, mais je dis, intéressez-vous à ça, à ces gens-là, et peut-être interrogeons notre administration, nos responsables, notre classe dirigeante en capacité, en responsabilité, pour leur dire pourquoi n'y en a-t-il pas d'autres, hein? J'avais une question à poser, c'était par rapport... j'avais posé une question tout à l'heure par rapport à la province et aux actions menées dans ces associations du collectif Peuple et Culture. Là, je vais venir à Paris, du coup, en complément. Et donc, je suis curieux que vous me racontiez éventuellement certaines choses qui sont faites par Peuple et Culture à Paris, parce que j'en ai l'espoir, en tout cas. Et par exemple, est-ce que ce dont vous parliez au tout début, M. Fayolle, sur la réalisation de documentaires, est-ce que ça a lieu un peu partout? Est-ce qu'il y en a qui sont tournés à Paris? Nous, on ne fait pas de réalisation, hein, on fait de la programmation. On ne fait pas de réalisation. Mais, mais la programmation, c'est de la création aussi. Alors, bon, donc, voilà, on travaille avec... par exemple, là, l'année dernière, on a fait une formation avec un critique de cinéma, Federico Rossini, italien, sur la lecture des images, et qui nous a appris à faire aussi une programmation de cinéma documentaire, de cycle, parce que c'est pas des actions isolées qu'on fait. En général, c'est des choses qui s'inscrivent dans il y a une thématique, un sujet, et les choix qui sont faits, déjà ils sont faits avec, on a des clubs de spectateurs programmateurs, donc c'est pas l'association qui décide toute seule. Et donc voilà, mais on ne réalise pas nous-mêmes, hein. On ne fait pas de... Non, ouais, non, on n'a pas... Je posais la question parce que j'avais eu l'impression. Non, on ne réalise pas. Okay. Et sur Paris, alors nous on est plutôt la tête de réseau, donc notre mission c'est plutôt d'animer notre réseau, mais on met en place quand même des actions de formation. Donc à l'entraînement mental par exemple, sur des sujets comme je vous disais, la lecture des images, la programmation organiser une programmation de cinéma documentaire. On organise des soirées débats, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser vos coordonnées et puis et aussi venir nous voir, discuter avec nous. Je peux aussi vous proposer de venir envahir en partie un lieu où je travaille, qui a le malheur d'être un centre d'animation, mais maintenant appelé Centre Paris Anime, mais où on peut faire malgré ça des choses très chouettes. Où c'est ça? C'est le centre Vercingétorix ou Marsannier. Ils sont gérés comme un équipement, malheureusement. Parce que tous les sous-entendus qu'il y a là-dedans. Il faut qu'on échange nos... Là, il y a une possibilité de il y a certainement certainement des liens à faire. On va échanger nos coordonnées. Et du coup, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quelques mots cette méthode de l'entraînement mental? Voilà, moi je suis trop... Il y a un stage bientôt. Ça peut être pas cher, hein, si vous voulez. On peut la définir très rapidement un peu comme une mise en situation pour poser des problèmes, déjà, hein, pour les analyser et ensuite, bien sûr, essayer de trouver des solutions. Collectivement, ça c'est quelque chose d'important dans toutes les formations d'ailleurs de Peuple et Culture. Donc il y a de l'expression, il y a de l'analyse et il y a de la mise en route vers l'action, disons. Voilà. Quoi. Bon. Mais ça peut prendre des formes très très variées parce que les formateurs entraînement mental, entre guillemets, hein,
sont de plusieurs générations, donc ils ont la plupart du temps intégré l'apport des sciences humaines dans leur manière d'animer. Donc, selon les années ou les décennies, on va dire, on a eu des gens qui étaient très psychosociologie. Hein, d'ailleurs, des gens comme Arduano, en fait, venaient dans les stages. Bon. Après, ça a été surtout l'aspect psychanalyse. Bon. Et puis, là, aujourd'hui, on est arrivé peut-être à une période où tout ça, bon, oui, c'est un peu synthétisé. Donc, c'est plutôt la pensée complexe de Morin qui sert un peu de référent. Aïe. Aïe. Mais non, Oui. Bon, une des j'ai rien entendu. intuitives, enfin pas intuitive, je veux dire pragmatique de Dumasdier, c'était la notion d'entraînement. C'est-à-dire que lui, il était sportif, et il s'est dit, de même qu'on s'entraîne sportivement, on doit pouvoir s'entraîner intellectuellement. Et il a décomposé l'acte de pensée d'une démarche qu'on connaît, poser le problème, donc d'abord voir la situation, analyser le problème, de quoi s'agit-il, trouver des solutions, bref, démarche rationnelle, mais en partant sur, après son travail, ou même avant son travail avec Vallon, mais ce qui lui a confirmé, c'est qu'il y a des opérations mentales de base que nous utilisons tous sans le savoir. Par exemple, l'énumération. L'énumération, c'est une opération mentale que chacun de nous, on peut utiliser, et qui est, moi ça m'a beaucoup servi quand japonais, parce que n'importe qui sait énumérer. Donc, pour l'animateur, dans le jeu de questions, si je veux faire participer un groupe, je vais poser une question d'énumération, si je suis, parce que les gens sauront énumérer. Après, il y a la description. Par exemple, je peux énumérer tous les éléments d'un vélo, mais après, pour le décrire, il faut expliquer. Déjà, c'est plus compliqué. Donc, il y a des opérations mentales que chacun, de base, que l'on peut utiliser pour soi, ou faire, quand on est formateur ou animateur, faire utiliser par le groupe, si nous, on est conscient de l'opération. Et le grand outil, là-dedans, moi, que c'est Peupliculture qui m'a appris ça, et tout, c'est la question. C'est-à-dire que, si je l'art de poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux provoquer chez l'autre comme opération mentale. Il ne le saura pas que je lui fais... Enfin, mais moi, je sais que si je demande à quelqu'un son point de vue tout de suite, c'est foutu, il ne me parlera plus d'autre chose. Il faut que d'abord je lui demande la description, donc d'abord l'énumération, ensuite la description, et après seulement aller aux prises de position. Parce que si on est dans la prise de position, après il ne me redonnera que des éléments qui confirmeront sa position. Donc, dans l'entraînement mental, enfin, il y a tous ces éléments-là de réflexion sur une décomposition de la pensée et en différentes phases, et essayer de maîtriser ça par un entraînement, des petits exercices et des exercices, un entraînement là-dessus. Et alors, ça s'est enrichi, effectivement, comme on disait, quand il y avait Chausson, c'était plutôt les sciences économiques, sociales et économie. Quand il y avait Barbichon, plus la psycho. Charlotte Terfray a écrit un très joli livre d'ailleurs. La psychanalyse hors les murs. La psychanalyse hors les murs, et après sur l'entraînement mental, un autre, je n'ai plus le titre en tête. Et voilà, donc l'entraînement mental est autour de ça. Après, chacun l'habille. Je rajouterais juste, si vous voulez en savoir plus, on a un site Peupliculture, il y a un petit endroit sur le côté avec des mots nuages, entraînement mental, et récemment on y a mis pas mal de fiches. On évoquait tout à l'heure les fiches de lecture, Peupliculture a fait beaucoup justement comme outil pour les animateurs, les intervenants, des petits systèmes de fiches de lecture pour animer des débats avec des groupes sans qu'ils aient lu le livre. Bon, il y a donc tout ça, mais il y a aussi des fiches d'entraînement mental. Donc si vous êtes curieux, on les a mis en ligne, c'est gratuit, vous pouvez y aller et en savoir un petit peu plus sur ce qu'est l'entraînement mental. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter peut-être à faire chacun une conclusion, faire passer un message ou Dieu sait quoi, je te laisse organiser conclure, ça. C'est beaucoup dire, mais... Non, mais chacun... Oui. Non, moi, je reste un peu sur la question à laquelle on n'a peut-être pas entièrement répondu, cette idée de souveraineté dans la formation. Parce que, justement, dans l'ouvrage, je pense que derrière la souveraineté, il y a aussi la reconnaissance, le besoin de reconnaissance. Bon. Et dans l'ouvrage, il y a un compte-rendu d'une action que je préfère finalement, c'est autour de lecture-écriture dans une entreprise, Laurence Cressac, qui travaille donc avec les employés
de cette usine et qui veulent en fait qui veulent améliorer leurs conditions de travail et leur environnement et qui ont envie d'un lieu comme une cafétéria, une pause café. Bon. Mais c'est elles qui vont écrire, enfin se renseigner bien sûr, rassembler la documentation pour savoir comment on construit une cafétéria, un lieu comme ça. Bon. Donc écrire aux architectes, avoir des plans et aller jusqu'à le choix du sol, du revêtement, etc. uniquement par l'outil lecture-écriture. C'est-à-dire que la formation est intégrée en fait dans l'action qui va être réalisée. Et là, quand on lit effectivement le bilan, on voit bien que, disons que ils ne sont pas restés seulement acteurs de leur formation aussi. Elles sont devenues, parce que c'est des femmes, des sujets, et on comprend bien aussi qu'il y a quand même une création d'une certaine souveraineté à l'intérieur de l'entreprise qui les fait reconnaître et qui, bien sûr, ne vont pas le lendemain faire la révolution, mais on voit comment le collectif se construit et peut ensuite être reconnu comme une force et peut-être après développer d'autres projets. Donc moi, c'est là-dessus que j'aurais envie de terminer, mais je laisse mes collègues, bien sûr. Alors, chacune son tour. Oui, mais j'ai l'esprit un peu comme ça, donc je suis toujours sur la question précédente de l'entraînement mental. Parce que ça me rappelait mes lectures, mais qui datent un peu de Dumasdier et de Jean-François Chausson. C'est des premiers travaux sur l'entraînement, enfin les premiers écrits, mes enfants, et puis d'autres choses que j'avais lues sur le sujet, où il me semblait qu'un enjeu important rapporté à mes intérêts sur l'autodidaxie, et ben, c'était cette fameuse question de comment, quand on est de milieux modestes et qu'on n'a pas un accès à la culture, entre guillemets, qui va de soi, comment accéder, par quelle démarche accéder à des savoirs qui a priori sont réservés à une classe, vous voyez, hein, c'est comme ça. Classe sociale. À une classe sociale. Et donc c'est le savoir comme enjeu de lutte de classe. Alors Paul, vous me corrigez si c'est pas ça. Mais donc il me semble que c'est important d'avoir ce cadre, quoi. Et alors ça peut être intéressant de voir comment par rapport à ce cadre, est-ce que ce cadre, il a fondamentalement, est-ce qu'il en reste quelque chose où c'est dans une mémoire qui n'est pas activée actuellement, qui est peut-être dormante comme la question de l'autodidaxie, mais où est-ce que c'est actif, je ne sais pas. C'est ça. Alors je laisse la question en suspens. Oui. Ouverte. Tu ouvres la question. J'ouvre la question. Moi je voudrais remettre Peuple et Culture dans la longue durée, puisque donc survenu en 1945, l'association prend, enfin, les idées de Peuple et Culture prennent la suite d'une longue histoire déjà. Hein. Alors, pour revenir à l'éducation des adultes, ou quelle que soit la manière dont on l'appelle, il y a, à mon avis, deux composantes depuis toujours. Enfin, au moins deux. Il y a le côté politique, l'éducation politique, et puis il y a l'apport économique, qui a toujours été là aussi. Hein. C'est-à-dire que l'industrie, l'industrialisation de la France, elle s'est faite aussi parce qu'on a éduqué les ouvriers. Donc ça a toujours été là. Et donc quand on lit les textes des chefs d'entreprise du milieu du 19e siècle, il y a déjà cette idée-là que l'entreprise se portera mieux si les ouvriers sont formés. Enfin, on dit pas formés, mais... donc il y a les deux aspects. Alors je pense que ce que défend plutôt Peuple et Culture, comme ont défendu avant d'autres associations, d'autres mouvements, c'est plutôt l'éducation du citoyen, l'éducation de l'individu au monde, hein, sachant que tout ça évolue aussi beaucoup. On n'a pas du tout parlé des femmes. Hein, Elles sont sur la partie droite. Il y a une exception, mais bon. Toujours une exception.
parce qu'on disait tout à l'heure que la formation, c'est la panacée à plein de choses, mais par exemple, dans les années 60, la formation, on en parlait aussi parce que c'était pour, vous savez, les femmes au foyer, quand elles voyaient leurs grands-enfants partir, elles tombaient en dépression. Et une des solutions, eh bien, c'était de leur faire suivre une formation pour qu'elles changent un peu, ça change un peu les idées. Donc il y a plein de, il y a plein de possibilités. La formation sert à beaucoup de choses. Donc, mais bon, en tout cas, celle qui est défendue dans l'éducation populaire en général et la peuple et culture en particulier, c'est vraiment comment effectivement chaque individu avec les autres peut trouver sa place et sa place y compris de créateur, y compris de passeur d'idées. Hein, voilà. Donc c'est ça qui me semble et quitte une suite de l'éducation que j'appellerais plutôt sous son aspect plutôt politique. Bernard. Christiane et TV m'a fait l'amitié de demander de contribuer à cet ouvrage collectif, Penser et agir en commun, alors que je n'ai pas de familiarité ni d'expérience de peuple et culture. Mais j'ai appris ce soir que dans ma jeunesse, j'étais peuple et culture sans le savoir, parce que dans les mouvements de jeunesse que j'ai pratiqués, toutes nos réunions, d'ailleurs je trouvais ça souvent pesant, mais peut-être pas, démarraient par le voir, juger, agir. Jamais on a lié ça. On n'a jamais lié ça à peuple et culture, mais j'ai cru reconnaître dans votre trilogie le voir, juger, agir de ma jeunesse. Pour moi, la question serait, bon, les associations devraient demander à l'heure actuelle, mais je ne vois pas d'écho à ce que je dis, hein, mais devraient demander une loi pour la formation, pour le droit à la formation qui ne soit pas que professionnel. Il faudrait que des droits, que ça ne soit pas uniquement annoncé que c'est Lisbonne ou je ne sais pas quel, le droit à l'éducation tout au long de la vie, il nous faut maintenant passer à un droit réel, effectif de cette éducation. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression, c'est pas une question qui se pose, je ne la sens pas vraiment posée autour de moi, que ce sont les autres associations, voilà, parce que l'emploi devient tellement... L'enjeu, c'est la survie. Donc voilà, mais ça, moi je crois qu'il faut qu'on propose quelque chose, un certain nombre d'associations là-dessus, pour avancer dans le domaine du droit à une réelle éducation tout au long de la vie. Eh bien, merci. Merci à tous, bravo. Merci à vous.